Bastogne, le 1er janvier 1945. Un brouillard à couper au couteau et un gel à fendre une pierre n'ont jamais été aussi vrais que ce matin. À minuit, la nuit passée des échanges de mitrailleuses m'ont tenu éveillée. J'apprends aujourd'hui que ce sont les soldats des deux camps qui saluaient l'année nouvelle. J'aime mieux ça, même si j'ai du mal à comprendre. En arrivant au centre, je m'interroge si on va se souhaiter quoi que ce soit pour l'an 9. Question bien vite balayée. Les réfugiés sont encore plus nombreux et de l'hôpital, je vois sortir les décès de la nuit. Le cœur n'est vraiment pas aux échanges de bons vœux. Sur la Grand Place, les corps de soldats gelés sont transportés par des prisonniers allemands. Première fois que je les vois de si près. La fatigue et probablement d'autres raisons font que les soldats américains commettent des bévues et des erreurs qui parfois coûtent très cher. Mais peu de personnes en parlent. Sujet qui me semble évidemment interdit d'aborder, donc motus. Ce matin, les sœurs sont affairées plus que de coutume. Un émissaire de la reine Élisabeth vient se rendre compte sur place. L'ambassadeur de la reine est un homme simple qui comprend très vite que la situation est préoccupante. Il promet de nous aider le mieux qu'il pourra. Les réfugiés en relative bonne santé sont conduits dans des régions plus calmes. Les camions prennent la route doucement, sous bonne escorte. Ne restent que les moins valides, les malades et 2 jeunes dames sur le point d'accoucher. À l'hôpital militaire, les pauvres soldats attendent courageusement le verdict. Si on ne les opère pas, ils pensent qu'ils sont foutus. Ce n'est pas toujours exact, mais pour leur faire entendre raison, pas facile. Le jeune père de famille me lance un petit sourire. Il va mieux. Il me dit que le médecin est un saint homme, que grâce à lui, il pourra voir sa petite fille. Même sur une seule jambe, ajoute-t-il en guise de boutade. Je n'ai pu lui répondre qu'en lui rendant son sourire. Malgré toutes ces horreurs que je côtoie depuis 15 jours, mes émotions sont encore capables de me mettre cette boule qui vous monte à la gorge. Parfois, je me demande si je dois continuer à écrire. Je me souhaite à moi, ainsi qu'aux miens, une bonne année. On ne sait jamais. L'année 1945 s'ouvre dans la terreur. La bataille des Ardennes, débutée une quinzaine de jours plus tôt, bat toujours son plein. D'aucuns espèrent que cette nouvelle année verra se terminer cette guerre, aussi terrible qu'inutile. Ce 1er janvier, la Luftwaffe lance sa dernière grande offensive contre les bases aériennes alliées. Quelques 1035 avions détruisent près de 600 appareils alliés. 270 avions allemands sont abattus. Au nord de la province de Luxembourg, le 30e corps britannique est déployé entre Bure et Othon. À La Roche, le jour de l'an est à nouveau marqué d'une pierre rouge. La ville va vivre son 3e bombardement. Franz Jacquet, alors réfugié à Buisson, venait de redescendre à la maison paternelle pour y rechercher quelques vêtements de rechange, en compagnie du fils du potier. À un moment donné, nous sommes sortis, et j'ai aperçu un avion. Et je dis à Joseph, tiens, regarde un petit avion. Où est-il? Il faudrait mieux s'en méfier, ça doit être un avion d'observation. Soit doit-il régler des tirs d'artillerie ou des partons. Alors nous sommes partis, et nous avons gravi ici la rue du Bon Dieu de Maca, et arrivé à mi-chemin, nous avons vu apparaître des avions. Et c'était donc des Lightning à deux fuselages, qui arrivaient vraiment en race morte, ils sautaient littéralement au-dessus de la cime des sapins. Ils sont passés une fois au-dessus de la roche en mitraillant, et puis alors ils ont vite fait un tour, et sont revenus. Alors ils ont commencé à bombarder, mais alors dans l'axe ouest-est. Les 2 garçons n'ont pas le temps de trouver un abri. Comme ils étaient passés la première fois en mitraillant, on s'est dit, peut-être leur mission, c'est de mitrailler tout ce qu'ils voient. Il y avait là, le long de la route du Bon Dieu de Maca, un caniveau creusé à même le roc. Et il y a une petite chapelle creusée dans le roc également. Et pour y accéder, on avait mis une grande dalle bleue en schiste. Alors on avait trouvé, moi et mon copain, la bonne formule. Lui d'un côté, moi de l'autre, on cachait nos têtes.
Nous étions tous les deux la tête en dessous de la dalle, en se disant, bon, au mieux une balle dans les fesses dans l'ensemble que dans la tête. Mais on aurait très bien pu être déchiqueté de toute façon. Ron Spencer, navigateur dans la 8e Air Force, vient de bombarder un pont à Coblence lorsqu'au retour, son avion survole la zone des combats. Nous nous sommes alors dirigés vers l'Angleterre et nous avons survolé cette région. Et j'étais le navigateur. Mais je savais où on était. Alors, j'ai expliqué à l'équipage que c'était la région de la bataille des Ardennes. C'était couvert de neige. Et on était impressionnés parce qu'il y avait des petits cercles bruns partout, à la place des trous d'obus. Quand les obus explosaient, ils faisaient ressortir la terre et ça ressemblait à des petits cercles bruns. Toute la région était blanche, avec tous ces petits cercles bruns. Et j'étais en train d'expliquer cela à l'équipage, car on était à 4 miles au-dessus du sol, à plus de 20 000 pieds d'altitude, et je pouvais même voir des flashs provoqués par des tirs d'artillerie sur le sol. Et c'est ce que j'expliquais aux autres quand il y a eu une explosion énorme. Le bruit le plus fort que j'ai jamais entendu dans un avion. Parce que normalement, on n'entendait pas les tirs, car on était très loin. On pouvait le voir et le sentir si des bombes étaient lâchées. Mais c'était une explosion énorme. De toute évidence, on était touché. Et nous avons vu qu'un peu plus tard, qu'un obus de 105 mm était entré par le bas de l'appareil et était ressorti immédiatement par au-dessus. Il y avait 500 trous de shrapnel partout dans l'avion. Ce 1er janvier, le village de Chenogne est le théâtre de violents combats. Les Américains tentent de prendre le village, alors aux mains des Allemands. Ça a commencé très tôt. On entendait donc des tirs dans la cour, des bruits d'obus, les avions qui étaient aussi au-dessus du village, et alors des cris. Mais on ne se rendait pas compte. On a mis les couvertures sur la tête, et ce n'est que vers le soir que on a donc regardé. Et il faisait tout bleu, vraiment tout bleu dans l'écurie. Et nous avions un bidon à côté de nous. Le bidon était transpercé, il était sur une chaise. Donc, ça a tiré dans l'écurie. Nous avons entendu des cris, mais c'était probablement des corps à corps, parce que quand nous avons pu sortir, nous avons vu donc un Allemand et un Américain donc, qui s'étaient battus au corps à corps. Dans les caves de la maison Burnotte, des soldats allemands sont réfugiés aux côtés des civils. Pour inciter les Allemands à se rendre, un tank américain boute le feu à l'habitation. Et alors, les Allemands ont finalement accepté de se rendre. Et les Allemands, on a poussé un Allemand dehors, c'était une dame de Bastogne qui s'appelait Madame Rose, qui parlait allemand, qui a poussé le premier soldat dehors avec un linge blanc pour qu'il se rende. Il faut aller voir la sortie pour comprendre que c'est une sortie extérieure de cave. Donc, on quitte la cave, on a des escaliers en pierre et on est à la lumière. Et nous avons vu alors un spectacle. Un spectacle. 3 jours et 3 nuits dans le noir. Mais tout d'un coup, le blanc et la lumière. Il faisait très beau et tout blanc. Et devant nous, il y avait un char américain. Il y avait des soldats dans tous les coins. Et au fur et à mesure que le soldat allemand mettait le pied, il était abattu. Et nous avons eu comme ça une dizaine de cadavres que nous avons dû enjamber pour aller nous faire quoi? Aller où?
Et en fait, nous avons été nous coucher dans la neige, dans la prairie en face. Pendant environ 1 heure, les civils regroupés dans la prairie se retrouvent en plein milieu des combats. Nous étions centrés, tous groupés au milieu de la pâture, hein, c'était une pâture. Les obus arrivaient tout autour de nous. C'était, quand je vois un feu d'artifice aujourd'hui, eh bien c'était semblable à ça. C'est une gerbe de terre qui s'éparpillait partout. Et il n'y a pas un feu d'artifice qui me remet en tête cet épisode de la sortie de la cave. Ça claquait de tous les côtés, ça sifflait. On était arrosé de terre et mélangé de neige. C'était infernal. Je dis vraiment, on a été très heureux dans les sorties parce que toutes les conditions étaient réunies pour ne jamais survivre à un événement pareil. Échaudés par le massacre de prisonniers américains par les troupes allemandes à Bonnier quelques jours plus tôt, les soldats américains ne se contentent pas du massacre des Allemands à la sortie de la cave Burnotte. Le père d'André Burnotte, alors bourgmestre de la commune de Cibray, a pu en témoigner. Le lendemain, papa a demandé à l'officier américain pour pouvoir revenir à Schneugne. Parce qu'il avait une bonne raison de le faire, je le comprends. Et il a eu l'autorisation à ses risques et périls. Et il est revenu. Et il lui a compté, dans la prairie, en face, une vingtaine de cadavres, allongés. Les corps sont ceux de soldats allemands. Un autre témoin est Zéphir Moncousin, un habitant de Chenogne, interpellé par les soldats américains peu après l'évacuation de la cave Burnotte. Ils les ont alignés, il avait aligné Zéphir avec. Et puis alors, à un moment donné, il dit « Qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi ?» Il y avait un étranger qui était dedans, là. Et il ne le connaissait pas. Alors, à un moment donné, il a essayé de prendre sa carte d'identité, il leur a lancé comme ça. Et alors, ils ont regardé la carte d'identité. Puis alors, il dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Filez !» Alors, il est parti sur Cibray. Zéphir, mon cousin, dit « Je suis parti et j'ai entendu la décharge de mitrailleuse qui fusillait les Allemands. » Puis alors vous avez un autre témoignage qui pour moi est malheureusement le plus terrible, c'est celui qui est décrit par le soldat américain John Falk, qui lui le reconnaît. Et il dans son petit livre, que je ne sais pas si vous connaissez, il dit d'abord qu'il a vu les soldats allemands alignés à gauche et à droite de la route qui monte vers Cibray avec des mitrailleuses qui étaient en position de tir. Il montait. Et puis, plus tard, il dit « Je suis redescendu dans le village et j'ai vu les cadavres alignés. » Et il dit lui-même « Nous étions en train de faire ce que nous reprochions aux Allemands et aux Japonais. » Je suis indulgent parce que quand on a vécu la guerre et qu'on a connu l'ambiance dans laquelle ces hommes, rappelons-le, qui avaient 19-20 ans, qui voyaient leurs amis mourir à côté d'eux, je ne sais pas comment on serait comportés, nous, parce qu'il ne faut pas juger trop vite. C'est un fait, mais il ne faut pas juger, parce que les circonstances d'une guerre, une guerre c'est une guerre, et une guerre elle est atroce. Et les conditions dans lesquelles les hommes doivent se défendre leur vie, ben, ça fait parfois des dérapages.